Professeur, aujourd'hui, c'est moi qui suis de retour. Nous allons étudier les types de processus stochastiques continus. Jusqu'à présent, nous avons discuté des processus à temps discret. Nous avons étudié les bases comme l'espérance de la variance, toutes ces choses, les moments, la fonction génératrice de moments, et quelques concepts importants pour les chaînes de Markov et les martingales. Je suis donc sûr que beaucoup d'entre vous ont oublié ce qu'étaient les chaînes de martingale et de Markov, mais essayez de réviser cela avant les prochains cours. Car à partir de la semaine prochaine, lorsque nous commencerons à discuter des types de processus stochastiques continus, ce ne sera pas moi qui le ferai. Je n'entends pas souvent parler de martingale. Mais les gens, disons les conférenciers extérieurs, vont utiliser ce concept de martingale pour fixer les prix. Je vais donc vous donner quelques exercices faciles. Vous aurez quelques problèmes sur les martingales? Reportez-vous aux notes que j'ai prises il y a un mois et révisez-les. Les problèmes ne seront pas difficiles, mais essayez de vous familiariser avec le concept. C'est très bien. Ensuite, Peter a enseigné l'analyse des séries temporelles. Les séries temporelles sont la même chose que les processus à temps discret. L'analyse de régression a été réalisée en temps discret. Cela signifie que l'espace sous-jacent était x1, x2, x3, ... xt. Mais nous allons maintenant parler des processus à temps continu. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'une collection de variables aléatoires indexées par le temps. Mais 2. Maintenant, le temps est une variable réelle. Ici, le temps n'avait que des valeurs entières. Ici, il s'agit d'une variable réelle. Un processus stochastique se développe donc au fil du temps, et la variable temporelle est désormais continue. Cela ne signifie pas nécessairement que le processus de résolution de ce problème continue, il peut aussi ressembler à ces sauts. Il peut aussi y avoir beaucoup de sauts comme celui-ci. Cela signifie simplement que la variable temporelle sous-jacente est continue. Alors que lorsqu'il s'agissait d'un temps discret, vous n'aviez à votre disposition que des observations spécifiques à certains moments. Je vais le dessiner ici. Discret. 3. Le temps ressemble davantage à cela. OK. La première difficulté que l'on rencontre lorsqu'on essaie de comprendre les processus stochastiques à temps continu est la suivante: comment décrire la distribution de probabilité? Comment décrire la distribution de probabilité? Revenons donc au processus à temps discret. L'exemple universel était donc une simple marche aléatoire. Si vous vous souvenez de la façon dont nous l'avons décrite, il s'agissait de xt-1, soit 1 ou -1, avec une probabilité de moitié pour chacun. C'est ainsi que nous l'avons décrite. Et si vous y réfléchissez, c'est une façon légèrement indirecte de décrire le processus. Vous ne décrivez pas la probabilité que ce processus suive ce chemin, ce cycle, ce chemin. Au contraire, vous décrivez la probabilité que cet événement se produise. Entre le temps t et le temps t plus 1, quelle est la probabilité qu'il diminue? À chaque étape, vous décrivez la probabilité et, lorsque vous les combinez, vous obtenez la distribution de probabilité sur le processus. Mais vous ne pouvez pas le faire pour le temps continu, n'est-ce pas? La variable temps est continue, vous ne pouvez donc pas simplement prendre des intervalles t et des intervalles t premiers et décrire la différence.
Si vous voulez faire cela, vous devez le faire un nombre infini de fois. Vous devez le faire pour toutes les valeurs possibles. C'est la première difficulté. En fait, c'est la principale difficulté. Et comment pouvons-nous gérer cela? Ce n'est pas une question facile. Et vous verrez une façon très indirecte de la traiter. C'est un peu dans l'esprit de cette chose. Mais il ne s'agit pas de tracer un chemin pour décrire la densité de probabilité de ce chemin. C'est l'oméga. Quelle est la densité de probabilité en oméga? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une variable discrète, vous avez donc une fonction de densité de probabilité, et non une fonction de masse de probabilité. En fait, pouvons-nous même l'écrire? Vous verrez plus tard que nous ne pourrons même pas l'écrire. Gardez cela à l'esprit et vous comprendrez ce que j'essayais de dire. J'ai enfin l'occasion de parler des processus browniens, du mouvement brownien. 4. Certains intervenants extérieurs ont déjà commencé à en parler. J'aurais aimé pouvoir en parler avant qu'ils ne le fassent, mais vous en verrez beaucoup plus à partir de maintenant. Voyons ce qu'il en est réellement. 5. Et elle est décrite comme suit, elle découle en fait d'un sérum. Il existe une distribution de probabilité sur l'ensemble des fonctions continues des réels positifs vers les réels tels que, premièrement, B0 est toujours 0. La probabilité que B0 soit égale à B0 est donc de 1. Deuxièmement, nous l'appelons stationnaire. Pour tout S et tout T, BT-BS a une distribution normale avec une moyenne de 0 et une variance de T-S. Troisièmement, l'incrément est indépendant. Cela signifie que si les intervalles CT ne se chevauchent pas, alors BTI-BSI sont indépendants. Il s'agit en fait d'un théorème qui dit qu'il existe une étrange distribution de probabilité sur les fonctions continues des réels positifs, des réels non négatifs, vers les réels. Donc, si vous regardez une fonction continue, ce théorème vous donne une distribution de probabilité. Il décrit la probabilité que ce chemin se produise. Il ne la décrit pas vraiment. Il dit simplement qu'il existe une distribution telle qu'elle commence toujours à 0 et qu'elle est continue. Deuxièmement, la distribution pour tous les S était fixe, la distribution de cette différence est normalement distribuée avec une moyenne de 0 et une variance de T-S, qui s'échelonne en fonction du temps. Enfin, troisièmement, l'incrément indépendant signifie ce qui s'est passé entre cet intervalle, S1, T1 et S2, T2. Cette partie et cette partie sont indépendantes tant que les intervalles ne se chevauchent pas. Cela ressemble beaucoup à une simple marche aléatoire. Mais la raison pour laquelle nous devons recourir à ce processus très compliqué est que le temps est continu. On ne peut pas vraiment décrire ce qui se passe à chaque instant. Ce que vous décrivez, c'est ce qui se passe sur tous les intervalles possibles. Lorsque vous avez un intervalle fixe, il décrit la distribution de probabilité. Et lorsque vous avez plusieurs intervalles, tant qu'ils ne se chevauchent pas, ils sont indépendants. D'accord. Et par ce théorème, nous appelons cette distribution de probabilité un mouvement brownien. 6. Ainsi, la distribution de probabilité, la définition, la distribution donnée par ce théorème s'appelle le mouvement brownien. C'est pourquoi je dis que c'est indirect. Je ne dis pas que le mouvement brownien est cette distribution de probabilité. Il satisfait à ces conditions, mais nous l'inversons.
En fait, nous avons ces propriétés à l'esprit. Nous ne sommes pas sûrs qu'une telle distribution de probabilité existe ou non. En fait, ce théorème est très difficile. Je ne sais pas comment le prouver pour l'instant. Je dois consulter un livre. Et même les cours de probabilité de 3e cycle ne l'abordent généralement pas, car il est très technique. Cela montre simplement que les processus stochastiques à temps continu peuvent être beaucoup plus compliqués que les processus à temps discret. Alors pourquoi étudions-nous les processus à temps continu alors qu'ils sont si compliqués? Vous le verrez dans les prochains cours. Des questions? Je n'ai pas de questions. Voyons cela un peu plus en détail. Audience, excusez-moi. Professeur, oui. Audience, lorsque vous parlez de la distribution de probabilité, quel est l'espace sous-jacent? Est-ce l'espace de? Professeur, oui, c'est une très bonne question. L'espace est l'espace de toutes les fonctions. Cela signifie qu'il s'agit de l'espace de toutes les trajectoires possibles, si vous voulez y réfléchir de cette façon. Pensez à toutes les façons dont votre variable peut évoluer dans le temps. Et pour un dessin fixe de cette trajectoire, il y a une certaine probabilité que cette trajectoire se produise. Il ne s'agit pas des espaces de probabilité que vous avez étudiés. Il ne s'agit pas d'un point, eh bien, un point est maintenant un chemin. Et votre distribution de probabilité est donnée sur des chemins, pas sur un point fixe. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est si compliqué. D'autres questions? 7. La principale chose dont vous devez vous souvenir, eh bien, intuitivement, vous le savez déjà. Mais il y a une chose dont il faut essayer de se souvenir, c'est cette propriété. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, ce qui 8. se produit entre ces intervalles, c'est comme une variable normale. Il s'agit donc d'un ensemble de variables normales. La moyenne est toujours égale à 0, mais la variance est déterminée par la longueur de l'intervalle. C'est exactement ce que sera la variance. Essayez donc de vous souvenir de cette propriété. Encore quelques précisions, il y a beaucoup de noms différents. On l'appelle aussi processus mineur. Voyons voir, il y en avait encore un. Y a-t-il un autre nom pour cela? Je pensais avoir un autre nom en tête, mais peut-être pas. Audience, inaudible était professeur omis. Professeur, oui, c'est vrai. C'est important. Audience, bien sûr. Professeur, oui, un professeur du MI. Mais apparemment, il n'est pas le premier à avoir découvert ce processus. C'est une autre personne qui l'a découvert en 1900. Et en fait, dans le premier article qui a été publié, bien sûr, il ne connaissait pas les résultats de l'autre. Dans cet article, la raison pour laquelle il a étudié ce processus était d'évaluer les prix des actions et les prix des ventes aux enchères. Et voici une autre description légèrement différente, peut-être plus intuitive, du mouvement brownien. Voici donc cette philosophie. La philosophie est que le mouvement brownien est la limite des marches aléatoires simples. La limite, c'est un concept très vague. Vous verrez ce que je veux dire. Fixez donc un intervalle de temps de 0 à 1 et découpez-le en très petits morceaux. Je dirais donc en n morceaux. 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, jusqu'à -1 sur n.
Et considérons une marche aléatoire simple à n pas. À partir du temps 0, vous montez ou descendez. On obtient alors quelque chose comme ça. Et vous obtenez quelque chose comme ça, d'accord. 9. Permettez-moi donc d'être un peu plus précis. Soit I0, I1, à yn, une simple marche aléatoire, et z la fonction telle qu'autant t sur n, nous la laissons être I de t. C'est exactement ce que cela signifie en formule. Ce processus est donc z. Je prends une marche aléatoire simple et je la mets à l'échelle pour qu'elle aille du temps 0 au temps 1, 10, puis, dans les valeurs intermédiaires, pour les valeurs qui ne sont pas celles-ci, juste étendues linéairement dans les valeurs intermédiaires. C'est une façon compliquée de dire qu'il suffit de relier les points. Et prenez n à l'infini. La distribution résultante est alors un mouvement brownien. D'un point de vue mathématique, cela revient à dire que la limite des marches aléatoires simples est un mouvement brownien. Mais c'est plus que cela. Cela signifie que si vous soupçonnez qu'une quantité physique suit un mouvement brownien, et que vous observez la variable à des moments discrets à des échelles très fines, vous l'observez très souvent, par exemple 1 million de fois en une seconde. Une fois que l'on voit, si l'on voit cela et qu'on l'amène à la limite, cela ressemble à un mouvement brownien. Vous pouvez alors conclure qu'il s'agit d'un mouvement brownien. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce processus en temps continu, quelle que soit la chose étrange, découle de quelque chose d'un monde discret. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la limite de ces objets que vous connaissez déjà. Cela vous indique qu'il pourrait s'agir d'un modèle raisonnable pour les prix des actions parce que pour les prix des actions, peu importe comment, il n'y a qu'une échelle de temps fini sur laquelle vous pouvez observer les prix. Cependant, si vous les observez à l'infini autant que possible et que la distribution ressemble à un mouvement brownien, alors vous pouvez utiliser un mouvement brownien pour le modéliser. Il ne s'agit donc pas seulement d'une observation théorique. Elle a également des implications lorsque l'on veut utiliser le mouvement brownien comme modèle physique pour une certaine quantité. Il vous explique également pourquoi le mouvement brownien peut apparaître dans certaines situations. Voici un exemple. Voici un contexte complètement différent dans lequel le mouvement brownien a été découvert, et pourquoi il porte le nom de mouvement brownien. Un botaniste, je ne sais pas si je le prononce correctement, nommé Brown dans les années 1800, a observé une particule de pollen dans l'eau. Il y a donc un peu d'eau et du pollen? Bien sûr, la gravité attire le pollen vers le bas. Le pollen étant plus lourd que l'eau, il finit par descendre. Mais cela n'explique que l'action. 11. Verticale, il ne peut que descendre. 12. Mais en fait, si vous observez ce qui se passe, elle ne fait que rebondir dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond de votre tasse. Et ce mouvement, si vous regardez une image en 2 dimensions, est un mouvement brownien vers la gauche et la droite. Il se déplace donc selon le mouvement brownien. Tout d'abord, je dois en dire un peu plus. Ce que Brown a fait, c'est l'observer. Il n'a pas été en mesure d'expliquer les actions horizontales parce qu'il ne comprenait que la gravité, mais des gens ont ensuite essayé de l'expliquer. Il soupçonnait que les molécules d'eau étaient à l'origine de cette action, mais n'était pas en mesure de l'expliquer réellement.
mais la première personne à l'expliquer rigoureusement a été, étonnamment, Einstein, le célèbre spécialiste de la relativité. J'ai donc été très surpris. Apparemment, il est très intelligent. Et pourquoi? Pourquoi cela suivra-t-il un mouvement brownien? Pourquoi est-ce un modèle raisonnable? Et ceci vous donne une assez bonne raison pour cela. Cette description est la limite des marches aléatoires simples. Car si l'on y réfléchit, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse molécule que l'on peut observer, cette grosse particule. Mais à l'intérieur, il y a de minuscules molécules d'eau, de minuscules molécules que l'on ne voit pas vraiment, mais qui remplissent l'espace. Et elles bougent comme des folles. Même si l'eau semble immobile, ce qui se passe en réalité, c'est que ces molécules d'eau se déplacent follement à l'intérieur du gobelet. Et chaque molécule d'eau, lorsqu'elle entre en collision avec le pollen, modifie légèrement l'action du pollen. Si vous considérez chaque collision comme une étape, chaque étape poussera le pollen vers la gauche ou vers la droite d'une toute petite quantité. Et cela s'accumule au fil du temps. Il s'agit donc d'une échelle de temps très, très fine. Bien sûr, les temps diffèrent légèrement, mais oublions cela et supposons qu'ils sont uniformes. Et à chaque fois, ils se déplacent vers la gauche ou la droite d'une toute petite quantité. Et si vous regardez ce qui s'accumule, comme nous l'avons vu, la limite d'une simple marche aléatoire est un mouvement brownien. Cela explique pourquoi nous devrions obtenir quelque chose comme un mouvement brownien ici. 13. L'action des particules de pollen est donc déterminée par des interactions infinitésimales, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais juste, je cite, infinitésimales avec les molécules d'eau. Cela explique, du moins intuitivement, pourquoi il suit le mouvement brownien. Et le deuxième exemple est, si vous avez des questions ici, le prix des actions. Au moins pour vous donner une raison raisonnable, une raison pour laquelle le mouvement brownien n'est pas un si mauvais modèle pour les prix des actions. En effet, le prix d'une action, S, est déterminé par des actions d'achat ou de vente. Chaque action tire le prix vers le bas ou vers le haut, pousse le prix vers le bas ou vers le haut. Et si l'on regarde à des échelles très, très petites, ce qui se passe, c'est qu'à un niveau infime, les prix montent ou descendent. Bien sûr, les variations ne sont pas uniformes, mais il faut oublier cet aspect technique. Les rebonds sont infiniment fréquents, et ces échelles minuscules sont de plus en plus minuscules, donc très, très petites. Une fois de plus, vous voyez cette image limitative. Vous avez un mouvement discret, quelque chose qui ressemble à une marche aléatoire, et vous le prenez à l'infini. Donc, si c'est la seule action qui cause le prix, alors le mouvement brownien sera le bon modèle à utiliser. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui font que l'on s'écarte des émotions browniennes, mais au moins, théoriquement, c'est un bon point de départ. Des questions? Je n'ai pas de questions. Vous avez donc vu le mouvement brownien? Vous savez déjà qu'il est très utilisé sur les marchés financiers. Il est également utilisé en sciences et dans d'autres domaines. De grands noms, comme Einstein, y participent. Il s'agit donc d'une théorie très, très importante. Maintenant que vous l'avez appris, il est temps de vous y habituer. Je vais donc vous présenter quelques propriétés, et en fait prouver un peu, juste quelques propositions pour vous montrer quelques propriétés. Certaines d'entre elles sont assez surprenantes si vous ne les avez jamais vues auparavant. Ok.
Voici donc quelques propriétés. Traverse l'axe des x à l'infini, ou plutôt l'axe des t. 14. Parce que vous partez de 0, il n'ira jamais à l'infini, ou n'atteindra jamais l'infini négatif. Il sera toujours équilibré entre le positif et le négatif à l'infini. Et le second, il ne s'écarte pas trop de t égale à i au carré. Nous l'appellerons 15. Il s'agit d'une déclaration très vague. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour tracer cette courbe, il faut procéder comme suit. Si vous commencez au temps 0, à un moment t0, la distribution de probabilité ici est donnée comme une variable aléatoire normale avec une moyenne 0 et une variance t0. De ce fait, l'écart type est la racine carrée de t0. La valeur typique se situe donc autour de l'écart type. Et elle ne déviera pas. Elle peut être 100 fois supérieure. Elle ne sera pas vraiment 1 million de fois cela ou quelque chose comme ça. Il est donc très probable qu'elle ressemble à cela. La courbe est donc très variable, mais elle traverse l'axe à l'infini. Elle va et vient. Quoi d'autre? La troisième est vraiment très intéressante. Il s'agit d'un intérêt plus théorique, mais il a également des implications dans la vie réelle. Elle n'est différenciable nulle part. Elle n'est différenciable nulle part. Cette courbe, quelle qu'elle soit, est une trajectoire continue, mais elle n'est différenciable nulle part, ce qui est vraiment surprenant. Il est difficile d'imaginer ne serait-ce qu'un seul chemin de ce type. Ce que cela signifie, c'est que si vous empruntez un chemin selon cette distribution de probabilité, vous obtiendrez plus que probablement un chemin qui n'est différenciable nulle part. Cela semble bien, mais en quoi cela est-il important? C'est important parce que nous ne pouvons plus utiliser le calcul. Parce que toute la théorie du calcul est basée sur la différenciation. Cependant, nos chemins ont des aspects intéressants, ils sont universels et apparaissent dans des contextes très différents. Mais si l'on veut faire de l'analyse, il n'est tout simplement pas différenciable. Les outils standards du calcul ne peuvent donc pas être utilisés ici, ce qui est assez regrettable si l'on y réfléchit. Vous avez ce beau modèle, qui peut décrire beaucoup de choses, mais sur lequel vous ne pouvez pas vraiment faire d'analyse. Nous verrons plus tard qu'il existe une variante, un calcul différent qui fonctionne. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Il s'agit du calcul d'Ito. Nous avons donc ce bel objet. Malheureusement, il n'est pas différenciable, et le calcul classique ne fonctionne donc pas ici. Cependant, il existe une version modifiée du calcul. 16. Appelé calcul d'Ito, qui étend le calcul classique à cet environnement. C'est une méthode très puissante et très intéressante. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps à consacrer à ce sujet. 17. Le couvrir. Je ne pourrai vous en présenter que les propriétés et les calculs de base. Vous verrez comment ce calcul est utilisé dans le monde financier dans les prochains cours. Mais avant d'aborder le calcul d'Ito, parlons un peu de la propriété du mouvement brownien, car nous devons nous y habituer. Supposons que je l'utilise comme modèle du prix d'une action. J'utilise donc le mouvement brownien comme modèle pour le cours des actions, disons le cours quotidien des actions. Le marché ouvre à 9h30. Il ferme à 16h.
Il démarre à un certain prix et évolue ensuite selon le mouvement brownien. Vous souhaitez ensuite obtenir la distribution de la valeur minimale et de la valeur maximale de l'action. Il s'agit donc de statistiques très utiles. Ainsi, pour un cours de bourse quotidien, quels seront le minimum et le maximum, quelle sera la distribution de ces valeurs? Calculons-les. Nous pouvons en fait le calculer. Ce que nous voulons faire, c'est calculer le maximum. Je veux calculer cette chose sur S plus petit que T du mouvement brownien. Je définis donc ce nouveau processus à partir du mouvement brownien, et je veux calculer la distribution de ce nouveau processus stochastique. Voici le théorème. Pour tout T, la probabilité que mon soit supérieur à A et que A soit positif est égale à 2 fois la probabilité que le mouvement brownien soit supérieur à A. C'est assez surprenant. Si vous regardez simplement ceci, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'une telle formule existe. Remarquez que le maximum est toujours au moins égal à 0, de sorte que nous n'avons pas à nous préoccuper des valeurs négatives. Il commence à 0. Comment le prouver? La preuve? Prenez ce taux. C'est un temps d'arrêt, si vous vous souvenez de ce que c'est. C'est une valeur minimale de t. Le mouvement brownien à l'instant t est donc égal à A. C'est une façon compliquée de dire qu'il suffit d'enregistrer la première fois que l'on touche la ligne A. La ligne A, avec un certain mouvement brownien, et d'enregistrer ce temps. Ce sera votre taux de A. 18. Voici donc une chose étrange. La probabilité que Btaux A, étant donné ce. Ok. Ce. Que cela veut dire, c'est que si vous êtes intéressé à l'instant T, si votre taux A c'est produit avant 19. Temps T, donc si votre mouvement brownien a atteint la ligne A avant le temps T, vous avez ensuite la même probabilité de vous retrouver au-dessus de A ou en dessous de A. La raison en est qu'il suffit de réfléchir le chemin. Quel que soit le chemin qui se termine au-dessus de A, vous pouvez le réfléchir pour obtenir un chemin qui se termine en dessous de A. Et par symétrie, vous avez simplement cette propriété. Il n'est pas évident d'utiliser cette propriété maintenant. Et nous avons presque terminé. La probabilité que le maximum au temps t soit supérieur à A est égale à la probabilité que le temps d'arrêt soit inférieur à t, par définition. Et c'est égal à la probabilité que Bt moins Btaux A soit positif étant donné taux A. Parce que si vous savez que taux est inférieur à T, il n'y a que deux possibilités. Vous pouvez soit monter après, soit descendre après. Mais ces deux possibilités ont la même probabilité. Ce que vous obtenez est 2 fois la probabilité que, et c'est juste égal à 2 fois la probabilité que Bt est plus grand que A. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de magique. Tout d'abord, ces deux-là sont identiques en raison de cette propriété de symétrie. Ensuite, d'ici à ici, Btaux est toujours égal à A, tant que taux A est inférieur à T. C'est juste. J'ai réécrit cela comme A, et j'ai obtenu cette chose. Et ensuite je peux simplement enlever ceci parce que si je sais déjà que taux A est inférieur à T, l'ordre est inversé. Si je sais déjà que B à l'instant T est supérieur à A, alors je sais que taux est inférieur à T. Parce que si vous voulez atteindre A en raison de la continuité, si vous voulez dépasser A, vous devez atteindre A à un moment donné. Cela signifie que l'on atteint A avant le temps T.
cet événement est donc déjà à l'intérieur de cet événement. Et vous vous en débarrassez? Désolé, tout ceci devrait être, quelque chose semble bizarre. Pas conditionné. D'accord. C'est plus logique. Juste l'intersection de deux propriétés? Des questions. Encore une fois, vous voulez simplement calculer la probabilité que le maximum soit 20 supérieur à A au moment t? En d'autres termes, par simple définition de taux A, c'est égal au problème que taux A soit inférieur à t. Et si taux A est inférieur à t, après, selon ce qui se passe après, il augmente ou diminue. Il n'y a donc que deux possibilités. Il 21 augmente ou diminue. Mais ces deux événements ont la même probabilité grâce à cette propriété. Il s'agit d'où n bar et d'une intersection. Mais cela n'a pas d'importance car si vous avez le b de x1 bar i égale b de x2 bar i, alors la probabilité de x1 intersection i sur la probabilité de i est égale à, ces deux s'annulent. Cette barre peut donc être remplacée par l'intersection. Cela signifie que ces deux événements ont la même probabilité. Il suffit donc d'en prendre un. Ce que je vais prendre, c'est celui qui dépasse 0. Ainsi, après taux A, il accumule plus de valeur. Et si vous le réécrivez, cela signifie que BT est supérieur à A étant donné que taux A est inférieur à T. Mais maintenant, cela devient redondant. En effet, si vous savez déjà que BT est supérieur à A, taux A doit être inférieur à T. Et ce n'est que la conclusion. Il s'agit simplement d'un beau résultat concernant le maximum sur un certain intervalle de temps. En fait, je pense que Peter utilise la distribution dans votre cours, n'est-ce pas? Audience, oui. Inaudible est la distribution du maximum moins le mouvement brownien. Et utiliser cette plage du processus comme échelle pour inaudible et obtenir des mesures plus précises de la volatilité qu'en utilisant simplement, disons, le prix de clôture inaudible. Professeur, oui. C'était une propriété. Et une autre propriété est, et c'est ce que je vous ai déjà dit, mais je vais le prouver. Ainsi, à chaque instant, le mouvement brownien n'est pas différenciable à cet instant avec une probabilité égale à 1. Enfin, pas très strictement, mais je vais utiliser ce théorème pour le prouver. D'accord. Supposons que le mouvement brownien ait une différenciation au temps t et qu'elle soit égale à A. Alors ce que vous venez de voir est que le mouvement brownien au temps t plus epsilon, moins le mouvement brownien au temps t, doit être inférieur ou égal à epsilon multiplié par A. Pas précisément, donc je dirais juste presque, pour que ce soit mathématiquement rigoureux. 22. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que, est-ce le théorème de la valeur moyenne? Donc de t à t plus epsilon, on s'attend à gagner une fois epsilon. C'est OK. Vous devriez avoir ce 23. Alors, en fait, pour tous les epsilons plus grand que epsilon premier, écrivons-le ainsi. En d'autres termes, le maximum dans cet intervalle BT plus epsilon moins T, cette distribution est la même que le maximum à epsilon premier. Cela doit être inférieur à epsilon fois A. Ce que j'essaie de dire, c'est que si cette distribution est différenciable, en fonction de la pente, votre mouvement brownien devrait toujours se trouver à l'intérieur de ce cône depuis t jusqu'au temps t plus epsilon.
Si vous dessinez cette pente, elle doit se trouver à l'intérieur de ce cône. J'essaie de dire que ce n'est pas possible. D'ici à ici, elle aurait dû passer par cette ligne à un moment donné. D'ici à ici, elle aurait dû passer par cette ligne à un moment ou à un autre. Pour ce faire, je regarde la distribution de la valeur maximale sur cet intervalle de temps. Et je veux dire qu'elle est encore plus grande que cela. Donc, si votre maximum est plus grand que cela, vous ne pouvez certainement pas avoir ce contrôle. Si elle est différenciable, alors le maximum d'epsilon prime, le maximum d'epsilon, en fait, et il suffit de le calculer. Ainsi, la probabilité que m epsilon soit inférieur à epsilon a est égale à 2 fois la probabilité que le mouvement brownien à epsilon soit inférieur ou égal à a. Il s'agit d'une distribution normale. Et si vous la normalisez à n, 1, divisé par l'écart type jusqu'à ce que vous obteniez la racine carrée de epsilon a. Lorsqu'epsilon passe à 0, ceci passe à 0. Cela signifie que ceci passe à la moitié. Le tout passe à 1. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai fait une erreur. Je l'ai inversé. C'est plus grand. Maintenant, si vous le combinez, s'il était différenciable, votre maximum aurait dû être inférieur à epsilon a. Mais ce que nous avons vu ici, c'est que votre maximum est toujours supérieur à cet epsilon fois a. Avec une probabilité de 1, vous prenez epsilon. Il va jusqu'à 0. Des questions? Je n'ai pas de questions. Voilà donc quelques éléments intéressants, des propriétés du mouvement brownien dont je voulais parler. Il me reste une dernière chose, qui est très importante d'un point de vue théorique. Ce sera aussi le lemme principal du calcul d'Ito. 24. Le théorème s'appelle donc la variation quadratique. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Alors laissez-moi l'écrire encore plus clairement. C'est quelque chose d'étrange. Laissez-moi d'abord l'analyser avant de le prouver. Pensez y comme une simple fonction. 25. Fonction f. Quelle est cette quantité? Cette quantité signifie qu'à partir de 0 et jusqu'au temps t, elle est découpée en n morceaux. Vous obtenez t sur n, 2 tonnes sur n, 3 tonnes sur n, et vous regardez la fonction. La différence entre chaque point consécutif enregistre ces différences et les élève au carré. Et on fait la somme lorsqu'n va à l'infini. On prend donc des échelles de plus en plus petites jusqu'à l'infini. Ce que dit le théorème, c'est que pour le mouvement brownien, cela va jusqu'à t, la limite. Pourquoi est-ce quelque chose d'étrange? Supposons que f soit une bien meilleure fonction. Supposons que f soit continuellement différenciable. Cela signifie qu'elle est différenciable et que sa différenciation est continue. La dérivée est continue. Calculons alors exactement la même propriété, exactement la même chose. J'appellerai cela, peut-être que je serai meilleur. Cette fois-ci, t et t-1, puis la somme sur i de f de t, plus 1 moins f de t. Si on l'élève au carré, c'est au plus la somme de i égale 1 à n, f de t plus 1 moins f de t, fois, par le théorème de la valeur moyenne, f' de ci. Donc, par le théorème de la valeur moyenne, il existe un point si tel que ft plus 1 moins ft est égal à f' si, multiplié par ceci, appartient à cet intervalle. Oui.
Et ensuite, on enlève ce terme. On prend le maximum entre 0 et tf premier de s au carré, fois i égale 1 à n, t plus 1, moins t au carré. Cette chose était sur n parce que nous l'avons découpée en n intervalles. Chaque différence consécutive était sur n. Si on l'élève au carré, c'est égal à t au carré de n au carré. Si vous en avez n, vous obtenez t au carré sur n. Vous obtenez donc le maximum multiplié par t au carré sur n. Si vous prenez n à l'infini, cela va jusqu'à 0. Donc si vous avez une fonction raisonnable, qui est différenciable, cette variation, on l'appelle une variation quadratique. La variation quadratique est égale à 0. Ainsi, toutes les fonctions classiques que vous avez étudiées n'ont même pas cette variation quadratique. Mais dans le cas du mouvement brownien, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de rebondissements. Même si l'échelle est de plus en plus petite, la variation 26 est suffisamment importante pour s'accumuler. Elles ne disparaissent pas comme s'il s'agissait d'une fonction différentielle. 27. Et c'est à peu près, c'est une version un peu plus forte que celle-ci que ce n'est pas différenciable. Nous avons vu qu'elle n'est pas différenciable. C'est une autre façon de dire qu'elle n'est pas différentielle. Cela a des implications très importantes. Une autre façon de l'écrire est la suivante, voici une différence de b, db au carré est égal à dt. Donc, si vous prenez la différence, quoi que cela signifie, si vous prenez la différence infinitésimale de chaque côté, cette partie est juste db au carré. La différence du mouvement brownien au carré, cette partie est d de t. Nous le verrons à nouveau. Mais avant cela, prouvons ce théorème. Il s'agit donc de la somme de b of t plus 1, moins b of t, au carré. Où t de i est i sur n fois le temps. De 1 à n, et ρ à n moins 1. D'accord. Quelle est la distribution de ceci? Audience, normale. Professeur, normal, c'est-à-dire 0, variance t plus 1 moins t. Mais ce n'est que t sur n. C'est la distribution. Je l'écrirai donc ainsi. Votre somme de i égale 1 à n moins 1, 11 au carré pour 11 est une variable normale. D'accord. Et quelle est l'espérance de xx au carré? C'est t au carré sur n au carré. D'accord. Il est peut-être préférable de l'écrire comme ceci. Je vais donc l'écrire à nouveau, la somme de i égale 0 à n-1 de la variable aléatoire i. Inaudible espérance de i. Audience, inaudible. Professeur, ai-je fait une erreur? Audience, la valeur attendue de xx au carré est la variance. Professeur, c'était over n. Oh, oui, vous avez raison. Je vous remercie. C'est bien. Donc diviser par n et multiplier par n. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela va-t-il servir? Audience, inaudible. Professeur, non. Rappelez-vous la loi des grands nombres. Vous avez un tas de 28. Vous additionnez n d'entre elles et divisez par n. Vous savez que cela converge vers t sur n, juste ce nombre. Ce n'est pas. C'est une distribution, mais la plupart du temps c'est juste t sur n ok. Si vous le prenez égal à t, parce que ce sont des variables aléatoires qui accumulent ces termes au carré. C'est ce qui s'est passé.
C'est une belle application de la loi des grands nombres, ou simplement de la loi des grands nombres. Pour être précis, vous devez utiliser la loi des grands nombres. D'accord, mais je pense que c'est suffisant pour le mouvement brownien. Je pense que c'est suffisant pour le mouvement brownien. Et la dernière question. Je suis d'accord. Maintenant, passons à autre chose. Audience, j'ai une question à poser. Professeur, oui. Audience, donc ce inaudible, c'est pour toutes les vitesses de mouvement brownien. Professeur, oh, oui. C'est une bonne question. C'est ce qui se passe avec la probabilité 1. Donc, toujours. Je dirais simplement toujours. Ce n'est pas un sens très strict. Mais si vous prenez un chemin selon le mouvement brownien, dans ce chemin vous aurez ceci. Quel que soit le chemin emprunté, c'est toujours le cas. Audience, avec la probabilité 1. Professeur, avec une probabilité de 1. Il s'agit donc d'une déclaration de dissimulation, avec probabilité. Et vous verrez pourquoi vous avez besoin de cet énoncé avec la probabilité 1 parce que nous utilisons cet énoncé de probabilité ici. Mais pour des raisons pratiques, comme avec la probabilité 1, cela signifie simplement toujours. Je voudrais maintenant motiver le calcul d'Ito. Tout d'abord, ceci. Je disais que le mouvement brownien, au moins, n'est pas un si mauvais modèle pour les prix des actions. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, et de ce que les gens font en réalité, une meilleure façon de le décrire est de dire qu'au lieu que les différences soient 29. Une distribution normale, ce que nous voulons, c'est 30. La différence de percentile. Ainsi, pour les cours boursiers, nous voulons que la différence de centile soit normalement distribuée. En d'autres termes, vous voulez trouver la distribution de FT, de telle sorte que la différence de sin divisé par sin, soit une distribution normale. C'est donc comme un mouvement brownien. C'est l'équation différentielle. La différence de percentile suit donc un mouvement brownien. C'est ce qu'il dit. Question, sin est-il égal à E sub bt? Parce qu'en calcul classique, ce n'est pas une chose très absurde à dire. Si l'on différencie chaque côté, on obtient dft égale à E sous bt, multiplié par dbt. C'est sin fois dbt? Cela n'a pas l'air si faux. En fait, cela semble correct, mais c'est faux. Pour des raisons que tu ne connais pas encore, d'accord. C'est donc faux et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, le mouvement brownien n'est pas différenciable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si vous voulez résoudre cette équation, ou en d'autres termes, si vous voulez modéliser cette chose, vous avez besoin de quelque chose d'autre. C'est là que le calcul d'Ito entre en jeu. D'accord. Je vais essayer de ne pas trop me précipiter. Supposons donc que, maintenant que nous parlons du calcul d'Ito, que vous souhaitez calculer. Voici donc une motivation. Vous avez une fonction f. Je l'appellerai une fonction très lisse f. Pensez à la meilleure fonction que vous puissiez imaginer, comme une fonction exponentielle. Vous avez ensuite un mouvement brownien et vous appliquez cette fonction. Le mouvement brownien est placé dans l'entrée. Et vous voulez estimer le résultat? Plus précisément, vous voulez estimer les différences infinitésimales. Pourquoi voulons-nous faire cela? Par exemple, f peut être le prix d'une option.
Plus précisément, faisons en sorte que f soit cette chose. D'accord. Vous avez un certain S0. Jusqu'à S0, la valeur de f est égale à 0. Après S0, c'est juste une ligne avec une pente de 1. Alors f du mouvement brownien est juste le prix d'exercice. Qu'est-ce que c'est? La valeur de l'option à l'expiration. T est le temps d'expiration. C'est une option d'achat. C'est l'option d'achat. 31. Ainsi, si vous êtes bloqué à l'instant T, si vous dépassez S0, vous gagnez autant. S'il est inférieur à S0, vous perdez autant. Plus précisément, vous devez le placer en dessous de cette valeur. Faisons simplement 32. Comme ça. Et ça ressemble à ça. C'est donc comme un dérivé financier. Vous avez une action sous-jacente et une fonction s'y applique. L'actif financier que vous possédez peut alors être décrit comme cette fonction. Une fonction d'une action sous-jacente, c'est ce qu'on appelle un dérivé financier. Dans le monde mathématique, il s'agit simplement d'une fonction appliquée à l'actif financier sous-jacent. Et puis, bien sûr, ce que vous voulez faire, c'est comprendre la différence de la valeur, en termes de différence de l'actif sous-jacent. Si BT était aussi une très belle fonction. Si BT était différenciable, alors le calcul classique du monde nous dit que D de F est égal à D de BT sur D de T fois DT. Oui. Donc, si vous pouvez la différencier sur la différence de temps, sur une petite échelle de temps. Tout ce que nous avons à faire, c'est de comprendre la différenciation. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous ne savons pas ce que, nous n'avons même pas cette différenciation. D'accord. Un essai, un échec, 2 essais. Deuxième essai, ok. Ce n'est pas différenciable, mais je comprends quand même la minuscule différence de dBT.